Bienvenue dans notre émission En Barreau sur Alliance 92, un sujet qui mérite d'être porté donc dans la société, mais pas uniquement ici à Madagascar, partout dans le monde, on a cette souciance de l'être humain. Et si je vous propose tout de suite un proverbe de Jean-Paul Sartre qui nous dit « Nous ne sommes nous qu'aux yeux des autres ». Et c'est à partir du regard des autres que nous nous assumons comme nous-mêmes. Et voilà, on a parlé de nous, humains, mais à différence près, puisque c'est nous-mêmes qui marquons cette différence, parlons des personnes qui portent handicap, comme on le dit maintenant, et honneur aux femmes, si je les présente ici. Docteur, psychologue, Meva Ratifanjeman, Rakut Joseph Nourmalan, présidente de l'association des parents d'élèves Orchidée Blanche, Madame Angela Arvoun Farlalo, qui n'est autre que la coordonnatrice de l'ONG des Orchidées Blanches, et puis il y a Monsieur Noah Razanazatour, qui est le responsable donc de l'éducation au sein même de cette association. Voilà, mais quand on dit personne portant handicap, est-ce que notre regard est toujours aussi différent, docteur? En fait, quand on parle de handicap ici à Madagascar, d'abord c'est une question de tabou pour certains, parce que handicap, des fois, d'autres personnes pensent que c'est une maladie contagieuse. Pourtant, handicap, c'est un état. C'est-à-dire que l'objectif dans la prise en charge des personnes qui sont en situation de handicap, c'est surtout une amélioration de leur quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers la guérison, mais c'est surtout vers cette amélioration-là, vers l'autonomie de l'individu même. Mais on parle de stigmatisation même en société. Oui, justement, il y a encore la stigmatisation, il y a la marginalisation, l'exclusion, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'actuellement, on va vers l'inclusion de ces personnes en situation de handicap actuellement à Madagascar. Quand on dit inclusion, comment? Quand on dit inclusion, d'abord, c'est pas l'équité, c'est pas l'égalité, c'est surtout de faire entrer ces personnes en situation de handicap dans le monde, dans la communauté malgache. Par exemple, on les fait entrer dans les entreprises, dans le milieu de travail, le professionnel. On les fait aussi entrer dans des mondes, je dirais, scolaires, par exemple, dans la société même. Donc, tout ce que les êtres humains peuvent participer, et ces personnes-là aussi doivent participer et dans la communauté. Oui. Alors, participer dans la vie sociétale, on parle d'inclusion, mais est-ce que vous, en tant que représentante des parents de ces enfants-là, au sein même des Orchidées Blanches, est-ce que c'est évident déjà dans le foyer qu'il y ait une personne portant handicap? Effectivement, l'handicap en général, c'est vraiment un état, comme la psychologue a dit, mais ce n'est pas évident. C'est le phénomène d'inclusion, parce que nous, auprès des Orchidées Blanches, c'est surtout l'handicap mental. Et l'handicap mental a deux degrés. Et nous ne pouvons pas mettre nos enfants donc dans la société, mais cela demande une éducation spécialisée. Donc au point de vue mental, donc c'est un peu difficile l'inclusion, mais dans d'autres handicaps comme motrice et autres, donc eux, ils peuvent faire une intégration, une inclusion auprès des établissements scolaires. Mais comment on le vit au foyer? Au foyer, donc nous, en tant que parents, nous nous occupons de nos enfants parce que ils ont besoin d'un encadrement, d'un accompagnement. Donc nous devons toujours être là. Mais l'objectif, c'est l'autonomie. Donc avec les éducateurs auprès de l'Orchidée Blanche, donc nous avons une collaboration étroite.
Donc les parents et les éducateurs se mettent en communication par exemple par une porte ouverte, via porte ouverte ou bien par correspondance, et nous demandons ce que nous pouvons faire au foyer par rapport à ce qu'ils donnent comme moyen à l'école. Donc il faut une synchronisation. Sans cela, nous n'arriverons pas à faire l'éducation au foyer. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, parents, nous faisons des efforts pour améliorer les conditions de vie de nos enfants et surtout suivre à la lettre les indications des parents. Et nous obtenons des résultats efficaces dans cette collaboration. D'accord. Alors, les orchidées blanches a été cité dans cet effort d'aider l'autre qui est comme nous d'ailleurs, puisque on parle d'inclusion, on parle de l'être humain. Les orchidées blanches, 50 ans au jour d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? À 50 ans, c'est pour nous, on va dire, c'est une réussite, parce que on a commencé par mettre un centre au début d'année, comme vous avez dit, même il y a stigmatisation, il y a des problèmes d'acceptation de la famille, de toute la société, mais en 50 ans, nous avons réussi à mettre ce centre vraiment au point. Nous sommes devenus non seulement un centre des références de centre pilote pour tout Madagascar, mais on a pu aussi quand même aider les familles, et non seulement aussi pour ce petit centre, mais parce que nos activités n'étaient pas seulement restées dans ce centre, mais nous avons aidé toute une grande famille dans les grandes associations à mettre d'autres structures dans les provinces. On a mis une fédération, on a essayé de lutter, plaidoyer, de donner des grands exemples à toutes les sociétés pour qu'on puisse vraiment mettre, ne pas mettre cette barrière. On a essayé de vraiment lutter pour qu'on puisse, et on a vu, parce que si on avait commencé par 23 personnes en campagne, nous sommes maintenant à 125 personnes. Si on avait que 3 éducateurs au départ, maintenant on a 45 personnes à éducateurs qui accompagnent. Donc toute une route que nous avons fait pendant ces 50 ans, mais encore nous avons des routes à faire si on veut le faire. Alors, éducation et psychologue, éducateur et psychologue, c'est comment votre travail pour donner cet épanouissement à l'enfant portant handicap? Comme la coordinatrice a dit tout à l'heure, nous avons 45 personnels. Et les bénéficiaires, actuellement, aux victimes de 120, sont répartis dans 4 services. Service d'accompagnement général, service d'accompagnement spécifique, service d'accompagnement socio-professionnel et service d'accompagnement des adultes. Les bénéficiaires sont répartis dans ces groupes suivant leurs besoins, suivant leur âge et suivant leur, degré de déficience. D'accord. Degré de déficience, est-ce qu'il y a vraiment assez profond? Et est-ce que ceux qui ont des degrés profonds peuvent se mettre en symbiose avec les personnes les enfants qui sont en moindre? Concernant d'abord les degrés de déficience, il y en a 4, léger, moyen, sévère et profond. Mais concernant le centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches, je pense que c'est surtout les degrés légers, moyens et moins de sévérité et moins sévères. Il n'y a pas de degré profond. Parce que là, on aura vraiment besoin d'autres personnels, d'autres éducateurs plus spécialisés qui devraient être présents tout le temps pour un enfant qui a un degré profond. Parce que les degrés profonds, ils ont besoin d'accompagnateurs en permanence et pour chaque enfant. Mais pour le centre, c'est surtout les 3 premiers degrés. Et vous avez posé tout à l'heure la question comment ça se passe la collaboration entre psychologues et éducateurs. D'abord, puisque c'est un centre médico-éducatif, là on a vraiment besoin de collaborer ensemble, côté médical et côté éducation. Et dans ce cas-là, chacun devrait donc respecter son champ de compétences
mais aussi vraiment coopérer ensemble pour la prise en charge de l'enfant, parce que la prise en charge des déficients mentaux ne peuvent pas juste être éducation ou médicale seulement, mais ils devraient vraiment avoir ces deux concepts-là. Comme tout être humain, il y a aussi des activités parascolaires, entre guillemets, qui existent au sein même des Orchidées Blanches, et on entend souvent parler, participer au handisport, participer à d'autres activités, entre autres, mais comment cela est venu pour le centre Les Orchidées Blanches d'avoir cette idée de les faire participer dans ce symbiose d'humains? Ben, on l'a mis en place parce que du fait, pour nous, au départ, c'est une sensibilisation. On voulait faire une sensibilisation et on a trouvé aussi que plus il y a des activités parascolaires, il y a une évolution des enfants. Donc, on a mis en place le sport adapté, on a mis en place la colonie de vacances. C'est quelque chose que c'est vraiment spécial aux Orchidées Blanches parce que c'est une activité qui nous demande beaucoup d'argent, mais qui, le résultat est tellement positif parce que ça permet aussi bien à la famille d'être un peu libre, comment je dirais, d'alléger un petit peu les problèmes des familles pendant une quinzaine de jours, et puis de permettre à nos bénéficiaires de vivre sans les parents, non dans les coucous des parents, mais un peu loin des parents, libres, comme ça ils vivent vraiment comme nous, pas comme nous, laisser nos enfants en vacances. Effectivement, au départ c'était pas facile, mais ça a commencé petit à petit, et ça fait déjà c'est la 15e, 16e fois qu'on va en colonie de vacances. Dites-moi, Madame Nourmalal, Rakout Joseph, on parle de coût. C'est pesant d'avoir un enfant. D'abord, il faut que les parents acceptent d'abord l'enfant, la différence. C'est vraiment une acceptation. Et il faut aussi que la fratrie aussi accepte. Parce que ça commence d'abord dans le foyer, la stigmatisation. Et ça, c'est vraiment je crois que c'est un effort que nous, parents, nous devons faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé, nous avons prévu pas prévu, mais nous faisons l'éducation parentale. D'abord cela. Et cela nécessite un coût onéreux parce que l'handicap mental nécessite d'abord les médicaments. Et comme dit la psychologue, vraiment c'est une nécessité. Et les médicaments sont vraiment coûteux d'abord, onéreux, parce que ça varie entre 10 000 milliards et 200 milliards. On parle de médicaments spécialisés. Oui, pour les enfants qui ont le handicap mental. Donc, déjà, il y a les médicaments et aussi les frais généraux. Quand je dis frais généraux, ça veut dire le coût de participation à l'école. Comme tout enfant d'ailleurs. Comme tout enfant normal. Ouais. Mais comme on dit auprès de l'Orchidée Blanche, le coût normal d'un enfant, minimum, c'est 200 milliards. Mais il nous fait payer le minimum. Et ça, on remercie encore l'Orchidée Blanche de regarder vraiment les parents, de prévenir tout ça. Parce que si on s'entend à 200 000 euros, on ne pourrait jamais. Mais il y a d'abord les parents qui donnent 50 milliards, mais il y a aussi les enfants vulnérables, ils ne paient pas. Et nous savons, en tant que présidente de la commission sociale, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas. Parce qu'il y a des parents ce sont des femmes chefs de ménage. Et aussi le niveau de vie, comme ça, les lessiveuses et tout ça, à cause de l'handicap mental, ils viennent auprès de l'Orchidée Blanche. Et l'Orchidée Blanche écoute. Et font une action au prorata de ce qu'il y a. Et cela, c'est la raison pour laquelle aussi on a des activités de levée de fonds auprès de l'Orchidée Blanche. Et nous aussi, parents, nous aussi, on fait des activités qui génératrices, qui nous donnent des moyens pour participer au fonctionnement
de l'orchidée blanche. On parle d'égalité au niveau de tous les enfants. Voilà. C'est cela. Mais dites-moi, un enfant, ça grandit aussi quand même. Monsieur l'éducateur, est-ce qu'il y a donc des phases quand même d'évolution sur une année ou sur 2 ans par rapport à un enfant ici? En principe, l'évolution, ça prend une année. Et ça dépend de la civilisation faite par les éducateurs. Ça dépend aussi de l'environnement de l'enfant pour l'évolution de chaque enfant. Et à peu près, on atteint l'évolution à peu près après 2 ans, 3 années d'accompagnement. Mais ça dépend de chacun. C'est pour cette raison qu'on essaie d'appeler les parents pour qu'il y ait une collaboration entre l'éducateur, l'enfant et les parents. Mais quelle éducation on donne? Est-ce qu'on donne aussi le savoir écrire, le savoir peindre? Qu'est-ce qu'on donne aussi, mis à part cette éducation sociétale? Bien sûr, ça dépend du niveau de l'enfant. Il a des activités scolaires comme tous les enfants. D'accord, il y a toutes les matières, mathématiques. Comme ça, mais ça dépend du niveau de chaque enfant. Il y a certains enfants qui n'arrivent pas même à écrire. Mais là, c'est ceux qui peuvent faire des phrases, des trucs comme ça. Oui. Mais on essaie de respecter l'évolution. On essaie aussi de respecter le rythme d'évolution de chaque enfant. Et chaque éducateur doit comprendre disons, chacun son approche pour que son élève ou son patient puisse se développer comme tout le monde. Alors, on a déjà entendu parler qu'il y a des enfants qui ont rejoint aussi le monde du travail. Oui. Et comment ça s'est créé, cette idée d'aller encore plus en avant pour les mettre dans cette ambiance de travail? Ben, comme on a dit au départ, là, comme je l'ai dit, ça fait déjà une 50aine d'années. Maintenant, on a plus de 15, effectivement, c'est pas beaucoup, mais 15, c'est déjà beaucoup pour le dire, qui sont intégrés dans des milieux ouverts. Je dis milieux ouverts, qui sont à la savonnerie tropicale, qui sont à l'AMI, qui sont dans une société familiale, qui sont à l'UNAM. Donc, on essaie de les intégrer avec la formation qu'on a donnée, parce que comme a dit Monsieur Noah tout à l'heure, c'est pas une formation vraiment académique, mais c'est vraiment une formation pour être autonome. Donc, ils ont appris beaucoup de choses. On a commencé à donner tout, à laver les linges, à faire la cuisine, à faire tout ce qu'on peut donner. Et donc, après avoir une année de formation de 4 ou 8 ans, ça dépend de la personne, on les a intégrés au milieu. Donc, comme je dis, une quinzaine, une vingtaine, pour nous, c'est une réussite avec la situation actuelle, parce que déjà pour une personne, disons, normaux, c'est difficile de trouver du travail, mais déjà on accepter ces personnes, c'est déjà une réussite pour nous. Alors, vous travaillez beaucoup avec le ministère de la Santé, il y a également le ministère de la Population, enfin les institutions publiques, mais il y a également l'apport apporté par le secteur privé, et puis le monde international aussi porte un regard sur vos activités, mais vous avez parlé toujours de coûts. Ça reste toujours insuffisant, mais qu'est-ce qui apporte le plus pour les orchidées blanches? Ben, on peut dire actuellement, toujours je me base sur les 50 ans. Après 50 ans, on a quand même une certaine notoriété, à une place. Donc, c'est maintenant, je dis maintenant, on a plus la chance, on est ouvert à tout le monde. On a l'appui des bailleurs de fonds, on a l'appui des partenaires financiers comme l'ambassade, les ambassades accréditées à Madagascar, les clubs de service, l'Alliance Club, le Rotary Club, l'Alliance qui nous aide beaucoup sur l'opération Brioche qui va venir, et que déjà on fait un appel pour que tout le monde va participer, parce que c'est une formule pour que tout le monde puisse en participer, parce qu'acheter une brioche, c'est déjà participer à l'action des orchidées blanches. Donc il y a les partenaires, j'ai dit, il y a l'Alliance Club, il y a les sociétés. Je veux dire peut-être nommer, si vous permettez, je veux nommer la savonnerie tropicale, qui depuis ses 50 ans nous a aidés pour
en sachant, en connaissance de cause, ils nous ont aidés depuis qu'il y avait des problèmes à Madagascar, qu'est-ce qu'on dit, il y a problème où il y avait problème vraiment financier sur la fonction des sociétés. Ils ont toujours aidé, ils ont toujours soutenu. Il y a les personnes vraiment qui nous viennent de l'extérieur, les associations de l'extérieur qui nous donnent un coup de main. Donc on peut dire mais il faut toujours souligner aussi que on est surtout aidé et soutenu par la principauté de Monaco. D'accord. On revient sur notre émission, toujours, chers auditeurs d'Alliance 92, dans l'émission En Baron. Nous avons comme invité, rappelons-le, donc la psychologue Meva Tifandeman, entre autres Madame Nourlalov Joseph, qui n'est autre que la présidente de l'association des parents d'élèves des Orchidées Blanches, la coordonnatrice de l'ONG des Orchidées Blanches, mais également, oui, il ne faut pas oublier l'unique homme présent à notre table ronde ici, n'est autre que l'éducateur Noah Arazanadzatouf. Mais voyons, il y a eu le Covid-19 quand même qui nous a marqué. Comment vous avez vécu cela au sein même de notre petite communauté, puisqu'on peut parler de communauté ici, à travers les activités, le grand engouement avec les parents et ces enfants-là, les éducateurs et les Orchidées Blanches. Comment on a vécu le Covid-19? Le Covid-19, c'est une pandémie qui a touché presque tout le monde en fait, et y compris les personnes en situation de handicap. Et dans ces cas-là, c'est surtout les personnes qui sont en situation de handicap qui je dirais, tombent dans des situations problématiques, surtout par rapport à l'accessibilité des soins, par exemple, au manque de compréhension aussi de ce qui se passe vraiment, peut-être aussi manque d'accompagnement durant ces périodes. Et le plus difficile aussi, c'est auprès des foyers, parce que dans ces cas-là, ces enfants-là, je dirais, ces personnes qui sont en situation de handicap, en particulier la déficience intellectuelle, ont de la difficulté par rapport au changement de situation, au changement de son quotidien. Du coup, face à ces changements-là, des crises peuvent apparaître et c'est là où la difficulté se pose dans les foyers. Le fait de ne pas voir ses petits copains et les amis ou être enfermé c'est ça. Pendant le Covid-19, il y a eu en 2020, donc l'école était fermée. Et c'était difficile de les retenir à la maison parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on ne les laisse pas partir à l'école. Donc, les enfants ont fait des actions violentes, ils voulaient partir, ils se fâchaient. Et c'est dans la réunion des parents qu'on a eu ça. Mais à partir du moment où ils écoutaient à la radio et qu'ils voyaient à la télé, donc ils comprenaient qu'il y avait arythmie, disait ça. Mais c'est-à-dire maladie. Oui. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu acceptation un peu. Mais la force notre force était de dialoguer avec l'école, le centre, je veux dire. Et le centre, nous avons organisé une séance de vaccination. Et les parents, on a dit que ceux qui voulaient, c'était pas obligatoire, mais ceux qui voulaient devaient donner leur accord. Et nous avons tenu avec le centre médico-éducatif vraiment une séance de vaccination. Et ça, c'était vraiment bien parce que la plupart des enfants étaient vaccinés. Parce que, évidemment, l'handicap, c'est vraiment une situation vulnérable. Donc, nous, en tant que parents aussi, nous avons eu peur. Parce que si on les envoyait à l'école et tout ça, donc nous avons peur parce qu'on dit toujours que c'est une situation, les enfants étaient vulnérables, ils attrapaient la maladie et tout ça. Donc, on avait peur. Mais après, c'était solutionné avec le centre, avec la séance de vaccination. Est-ce que vous avez beaucoup intervenu durant cette période pour aider ces enfants-là? Pendant cette période, j'étais à Tamatave parce que là-bas, il y a aussi un centre des Blanches.
Mais par rapport aux interventions, c'est surtout au niveau des parents et familles qu'on intervenait, justement face au dire de Madame Nourmala la Clairette. Et alors, c'était orienté vers l'accompagnement des familles, comment prendre en charge les enfants, quelles sont les activités qu'on peut faire avec les enfants durant le Covid, durant les confinements, comment gérer les émotions des enfants, surtout s'ils sont en crise, parce que justement, comme vous avez dit, c'était de ne pas voir les copains, de ne pas aller au centre, par exemple, qui leur posait surtout problème. Et c'était pas surtout à cause de la pandémie, c'était surtout à cause de leur petit quotidien. Alors, écoutez, quand on regarde ce centre médical, centre médico, éducatif, oui, c'est cela. Les orchidées blanches, il y a eu une grande évolution aussi au niveau approche pédagogique, approche sociétale aussi. Vous êtes aussi dans le modernisme, il me semble. Oui, il faut le dire parce que nous sommes partis il y a en 72, petits comme je l'ai dit déjà, mais maintenant après 50 ans, quand même, du fait que nous sommes membres de l'UNAPI de France. Qui veut dire Union des associations des parents d'enfants inadaptés de France, donc on travaille avec eux, et donc tout ce qu'on voit en France, on le fait chez nous. Effectivement, on ne le fait pas en copie-copie, comme ça pour nous, mais on voit la situation des enfants, la situation des familles, la situation à Madagascar, et on essaie de faire mieux de ce qu'on peut pour qu'on puisse évoluer. Je reviens sur le problème, par exemple, le problème Covid, là, tout à l'heure, grâce à l'appui de FAMENC, une association qui, avec la coopération de l'ambassade de France, d'Allemagne et de le Monaco, on a essayé de travailler, on a monté un livret pour accompagner les parents. Donc c'est un livret qu'on a donné à tous les enfants pour qu'eux-mêmes ils puissent vraiment suivre l'éducation. C'est les jeux. Et on a essayé aussi de faire des TIC. On a essayé d'application, comme vous dites, technologie. On a essayé d'appliquer cette méthode pour qu'on puisse vraiment se communiquer avec les familles. On a mis Facebook, comme on fait tous les jours. Donc jusqu'à maintenant, ça a évolué. Je pense que c'était le plaisir des enfants quand ils arrivent à la maison de voir sur le Facebook de ce qu'on fait au centre. On se parle et puis ils sont heureux de voir ça. Et donc c'était pendant le Covid, ça a été né. Donc on peut dire que le Covid nous a quand même apporté un plus dans l'éducation. Ça vous a donné un bond en avant davantage pour... Oui, alors perspective, il y en a, mais redynamiser les actions associatives, entre autres, renforcer les compétences techniques de son personnel, consolider ses capacités financières, tout cela c'est pour ces enfants qui portent handicap. Et c'est pas évident pour autant, monsieur Noir Razana Zatour, étant donné que ces enfants aussi grandissent. Mais ils ont aussi un cœur, ces enfants-là. Et comment discuter des sujets sentimentaux? Pour les jeunes, bien sûr que, comme tout le monde, ils ont des sentiments, et on ne les prive pas à exprimer leurs sentiments. On essaie même de les orienter, pour que ça ne déborde pas. D'accord. Ils posent des questions, ils sont curieux. Curieux, bien sûr. La curiosité, ça existe toujours plus. C'est au rôle de l'éducateur de les accompagner, de les expliquer qu'est-ce que vraiment le sentiment, vraiment l'amour. Voilà le mot. Envers les parents, envers le frère et sœur, ou envers quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a un problème. Quand on a commencé, il y avait un problème, je dirais, au niveau des parents, pour les convaincre, parce qu'il y a des parents, quand on laisse un petit peu les enfants libres pour cet amour, ah non, non pas en parler, ils ne comprennent pas. Mais je vous dis, après ces longues années, on a 3 enfants de chez nous qui se sont mariés
Je dis toujours enfants, parce que, mais il y a 3 jeunes de chez nous qui se sont mariés, donc ça a évolué aussi dans le sens humain. Ça, on a essayé de faire comprendre aux parents, c'était pas facile, mais on a essayé de lutter et c'est arrivé comme ça. Et on est heureux qu'on a pu faire 3 ménages actuellement. Toujours suivi? Oui, et il ne faut pas oublier aussi que ce sont des personnes avant tout comme nous, donc qui ont des droits, certes, mais il y a aussi les stades de développement de l'être humain qui sont chez ces personnes aussi. Par exemple, la crise d'adolescence, là, ces enfants-là, ils sont en crise quand ils sont dans cette période-là. Et c'est là où commence la question de, je dirais, amourette et le fait d'être amoureux et tout ça. Donc, il faut dire que c'est normal parce que ce sont avant tout des personnes et c'est après qu'ils sont en situation de handicap. Ouais. Écoutez, je voudrais revenir sur ce proverbe de Jean-Paul Sartre, qui est très beau d'ailleurs, pour illustrer ces enfants-là. Nous ne sommes nous qu'aux yeux des autres, et c'est à partir du regard des autres que nous assumons comme nous-mêmes. Et ils assument à travers cet accompagnement d'être comme à pied d'égalité, avec cette inclusivité, et c'est grâce à ces personnes comme vous qui leur donnent chance d'être vues, entendu, mais surtout compris. Et c'était votre embarras. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Thank you.